Voilà donc pour cette CAN sur le terrain. On va continuer à en parler, mais du côté des maillots à présent avec notre invité. C'est vous, Mathieu Morgzuconi. Bonjour. Bonjour. Merci à vous de nous rejoindre ce matin sur France 24. Vous êtes chef de la rubrique mode masculine au Figaro, quotidien français bien connu. Première question avec vous, on évoquait justement la CAN. On a vu les équipementiers qui ont multiplié les maillots très originaux à l'occasion de cette compétition. Oui, tout à fait. On a pas mal de maillots qui sont très originaux et très réussis pour cette CAN. Il y a une vraie volonté des équipementiers en fait d'inclure dans les maillots des éléments ou des symboles des pays ou des équipes. Alors par exemple le Maroc qui a l'étoile du drapeau dans le dessin du maillot, ou par exemple carrément des références en fait aux surnoms des équipes comme le Mali qui reprend le motif de l'aigle, l'équipe du Mali est surnommée les aigles, ou le Botswana qui a un motif zébré pour son surnom qui est les zèbres. Donc il y a une vraie volonté d'originalité dans cette CAN. Ouais. Oui, vous évoquiez justement le maillot du Mali qui est particulièrement réussi à l'occasion de cette CAN. Plus largement, c'est une tendance plus large. Le maillot de foot devient un objet de mode maintenant. Oui, tout à fait. Ça fait déjà quelques années que le phénomène existe. Bon, euh, historiquement, il y a une vraie culture du maillot assez réussie avec les équipes africaines. Par exemple, dès le début des années 2000, le Cameroun avait fait quelques maillots assez originaux. Je repense à une CAN en 2002 où ils avaient un maillot sans manches, notamment, qui avait fait sensation à l'époque et qui avait failli être interdit par la FIFA. Mais en fait, oui, on a un vrai point de départ pour moi qui est 2012, 2011-2012 avec la France qui fait ce maillot marinière, qui Hmm. devient un vrai objet de mode très rapidement. C'était un lancement assez sensationnel à l'époque. Et depuis, effectivement, c'est quelque chose qui s'est pas mal diffusé. Bon, l'esthétique du sport, elle est très fréquemment utilisée par la mode, mais c'est vrai que le football ces derniers temps a pas mal été récupéré par notamment les designers. Ouais. Ouais, vous l'avez dit, une manière aussi de s'identifier. Alors c'est particulièrement vrai pour les sélections qui représentent un pays, mais on le voit aussi pour les clubs. Je pense notamment à cette série de maillots qu'a sorti l'Olympique de Marseille qui rend hommage aux différentes communautés qui habitent la ville. Là aussi, c'est une tendance de fond. Oui, tout à fait. Je pense que, en fait, dans le choix d'un maillot, il y a quand même la volonté de s'identifier forcément à une équipe. Alors, c'est particulièrement fort avec les équipes nationales, mais c'est aussi vrai avec le club, et notamment avec des clubs au très grand nombre de supporters, comme l'Olympique de Marseille ou le Paris Saint-Germain en France, mais aussi comme le Real ou le Barça en Espagne ou d'autres clubs à l'étranger. C'est vrai qu'il y a cette volonté vraiment de fédérer autour du symbole qu'est le maillot, et à travers le maillot, effectivement, c'est le club ou Il y a, l'équipe nationale. Oui, il y a aussi des collaborations, alors maintenant avec des maisons de haute couture. Alors c'est pas une nouveauté, je pense notamment au fameux design du maillot du Paris Saint-Germain, fait par le grand couturier Echter, mais il y a aussi d'autres partenariats qui se multiplient aussi maintenant. Tout à fait. Alors, notamment en Espagne, je parlais du Real Madrid, il y a le couturier japonais Yoji Yamamoto qui a collaboré très longtemps avec le Real Madrid, puisqu'il avait aussi un partenariat avec leur équipementier qui est Adidas. Et effectivement, c'est quelque chose qui est assez fréquent. Alors, il y a une jeune créatrice britannique, jamaïco-britannique, qui s'appelle Grace Wells Bonner, qui a fait notamment les tenues de l'équipe de Jamaïque récemment. C'est quelque chose d'assez régulier ces dernières années. Je pense que ces deux univers assez logiquement se mélangent, comme on le disait, et forcément, l'échange se fait des deux côtés. On voit aussi que ça a aussi un côté négatif, si on pourrait dire, c'est que le prix des maillots explose, le fait qu'ils soient devenus des équipements de mode à part entière. Ça aussi, j'imagine que ça, c'est du pain béni pour les équipementiers, ça leur permet aussi d'accroître leur vente. Alors oui, tout à fait. En fait, on a vu en une dizaine d'années une explosion du prix, les prix ont quasiment doublé pour un maillot techniquement identique, on va dire, mais effectivement, comme chaque saison, la tenue change, il y a une volonté des supporters d'acheter le dernier modèle avec le flocage et tout ça, donc ça peut vraiment monter très vite en termes de coût pour un supporter.
Face à ça, effectivement, il y a une recrudescence aussi du faux. Alors, il y a pas mal de ventes de faux maillots qui se font ces derniers temps. C'est de la contrefaçon, mais c'est effectivement pour les supporters le moyen de s'offrir le maillot de leur équipe préférée chaque saison sans dépenser plus de 150 euros à chaque fois. Donc effectivement, c'est un jeu à double tranchant pour les équipementiers. Effectivement, il y a une augmentation de la marge et une augmentation de leur chiffre d'affaires, mais aussi il y a la concurrence accrue de la contrefaçon. Oui, justement, vous évoquiez la contrefaçon qui elle aussi explose. On en voit partout des maillots de contrefaçon, car c'est un peu comme pour les objets de luxe, hein. On peut penser par exemple à certains sacs à main ou des paires de chaussures. Il faut avoir l'objet et tant pis s'il est faux, hein. Et tant pis s'il est faux, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que je vois typiquement le même phénomène qu'on peut apercevoir avec les sacs ou avec les chaussures, c'est qu'il y a à la fois une augmentation de la contrefaçon, mais il y a aussi une augmentation de la seconde main et du vintage. Hmm. Ces derniers temps, il y a énormément on voit beaucoup sur TikTok notamment, des jeunes garçons qui ont allez, vingtaine d'années maximum, porter des maillots des années 90 ou des maillots des années 2000 qu'ils ont récupérés en seconde main, qu'ils ont achetés sur Vinted par exemple. Et en fait, ce phénomène qui s'appelle blockcore, qui est un nom britannique, est une manière voilà, de porter du vintage et porter des maillots qui sont moins chers, moins récents, mais de montrer la même appartenance. Et il y a aussi une volonté de montrer qu'on est un peu connaisseur en allant chercher un maillot un peu unique ou rare, ou quelque chose qui sort de l'ordinaire. Il y a aussi ça fait le lien avec ce que vous disiez, une explosion aussi de l'attrait pour les maillots vintage, des rééditions notamment. Je pense en particulier à Paris, hein, qui a sorti juste après sa victoire en Ligue des Champions un maillot, le maillot Echter, hein, comme on dit, collector de la fin des années 70, pour être porté non pas comme un maillot, mais vraiment comme un t-shirt ou comme un accessoire de tous les jours. Ça aussi, c'est une tendance. Tout à fait, ouais. C'est une tendance qui s'est développée depuis quelques temps. De manière générale, je pense que c'est aussi un vecteur de communication qui est très important pour les clubs. Et on a vu notamment des clubs qui étaient plutôt méconnus réussir à faire parler d'eux grâce à leur maillot. C'est notamment le cas du Venezia FC, donc le club de Venise, qui a réussi à capitaliser sur cette image un peu, comment dire, mythique de la ville de Venise. Et même si le club fait un peu le yo-yo entre la première et la deuxième division italienne et n'est pas forcément aussi célèbre que d'autres clubs italiens, ils arrivent quand même à générer un chiffre d'affaires conséquent grâce à un design de maillot qui est très rétro, franchement très réussi. Et c'est quelque chose qui a fait vraiment sensation dans les cercles de connaisseurs, mais pas seulement. On voit dans la rue maintenant des gens porter le maillot de Venise, alors que c'est pas du tout par supporterisme, mais vraiment par pure recherche esthétique. Et forcément, d'autres clubs essayent de faire la même chose. Et quand on a la même histoire que le PSG ou d'autres clubs prestigieux, forcément, c'est du pain béni et pour l'équipementier et pour le club et pour les supporters. Et les maillots, alors eux plus traditionnels, sont aussi devenus des objets de collection, peut-être aussi par leur design. Je pense notamment au maillot de l'Olympique de Marseille avec ces fameuses deux bandes bleues sur l'épaule après leur victoire en Ligue des Champions. On pense aussi par exemple au maillot de l'Ajax d'Amsterdam, aussi un maillot mythique avec cette bande qui traverse en diagonale la poitrine. Ça aussi, ça devient des objets de collection. Oui, le maillot rétro, de manière générale, est très populaire depuis pas mal d'années. Et ces maillots que vous citez, comme l'Ajax, comme l'Olympique de Marseille, comme l'Inter, qui sont vraiment très identifiés par les gens, même qui connaissent pas forcément le football, mais c'est ces pièces vraiment et ces dessins vraiment mythiques qui, en fait, attirent encore les collectionneurs. Peu importe presque le niveau du club, c'est vraiment une pure recherche esthétique là-dessus, ouais. Et Et forcément, ça devient des collecteurs assez rapidement, ouais. le maillot qui est devenu plus qu'un accessoire de sport, un maillot, un accessoire de mode aussi. Merci beaucoup pour votre éclairage ce matin dans À la Une, Mathieu Morgzuconi, chef de la rubrique mode masculine au Figaro. Encore merci à vous.